Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour un Ginji DR rubrique jeu de rôle. Donc c'est une vidéo écho et réponse à la vidéo de François Letarte sur jouer un méchant, pourquoi faire, pour abréger un peu. Alors j'ai réfléchi longuement au sujet, mais c'est vrai que à chaud, il y aurait eu énormément de choses à dire et mon but en ce moment, c'est essayer de raccourcir quand même si je comprends que de nos jours, on peut faire n'importe quel format. Si les gens ont envie de regarder, ils regarderont. Mais pour essayer de me rappeler en gros de ce qui a été dit, je suis majoritairement d'accord avec ce qui a été dit à certains détails près. Déjà, en tant que consommateur de jeux vidéo, il y a aussi pas mal de médias où il y a pas mal de fiction. Je ne pense pas que le jeu vidéo soit le problème des personnes qui jouent des méchants. Alors, est-ce que ça va être facile à digérer? Je ne sais pas, mais je vais dire un truc qui va en fait condenser et qui va faire partie de ma conclusion, c'est que pour moi, les joueurs de JDR veulent jouer des méchants. La plupart veulent jouer des méchants, mais dans tous les cas, une bonne partie d'entre eux jouent des ordures. Voilà. Pas dans l'attente, pas seulement dans la tentative d'être méchant, hein. C'est-à-dire, pas dans l'attente ou dans la posture où il joue un personnage qui est maléfique. Qui joue un personnage positif ou négatif, beaucoup jouent des ordures. Voilà. C'est aussi simple que ça. Si on regarde bien, les personnages utilisent le terme, moi j'ai souvent vu cet argumentaire là de l'exutoire, désolé mais j'y crois pas du tout. Autant avant, j'avais du mal à comprendre cette posture de oui, l'évasion, l'exutoire, j'avais du mal à comprendre. De plus en plus, je commence à le comprendre. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai vraiment l'impression que l'argument de l'exutoire, pour moi, ne tient pas, parce qu'un exutoire, tu dois le garder clean. En toutes circonstances, les joueurs de JDR ne gardent pas leur exutoire nommé JDR clean dans une bonne partie des cas. Voilà. Pour retourner au cas des jeux vidéo, et on va même étendre ça à toutes les fictions, c'est un problème qui existe chez les personnes qui consomment pas mal de récits ou d'histoires, c'est que tu peux leur présenter l'histoire d'un connard, d'un enfoiré, et que c'est bien réalisé, etc., etc. Le réalisateur, dans son histoire, dans son montage, dans sa narration, peut raconter à n'importe quel moment le fait que son personnage n'est pas un exemple à suivre. Les gens n'arriveront pas à comprendre ça, même quand le personnage principal le hurle. Du côté du jeu vidéo, on va prendre les GTA, puisque c'est l'exemple que les gens voudront donner. Si tu veux jouer un personnage, on va dire soit qu'il fait ce qu'il veut, soit il joue les enculés, les ordures, soit il joue les personnages mauvais. Alors, GTA 1, on le met de côté, je le connais pas assez, mais si GTA 1 est comme GTA 2 c'est quoi? GTA 2, t'as un personnage, tu commences dans une église, t'es un random, personne ne te connaît. Il y a un mec qui t'explique les situations des différents gangs. C'est plus ou moins admis que tu es un voyou et que tu vas aller défier différents gangs. Si tu pars et tu pars sans les explications, le gars du début, il te dit, va te faire foutre. Comment tu fais pour enregistrer rien que dans le jeu? Le jeu est très arcade. Si vous n'avez pas joué à GTA 2 et vous voulez jouer des jeux à l'ancienne, GTA 2 est un intemporel, allez-y, foncez. Voilà, je vous le dis. GTA 2, pour sauvegarder, il faut avoir 20 000 balles pour sauvegarder dans une église. Le fait que ce soit une église, c'est un détail, hein. Mais il faut 20 000 balles. Les 20 000 balles, comment tu peux les avoir? Tu peux prendre un camion qui n'a pas son alarme dessus. Tu peux prendre un taxi qui n'a pas son alarme dessus. Tu peux piquer un taxi, aller dans un endroit, le retaper et puis dire allez c'est bon, vous avez le véhicule pour vous. Il y a des moyens pour que tu puisses gagner de l'argent. Mais il y a une mécanique arcade aussi qui fait qu'il y a aussi des mini-jeux où on va te dire Killing Frenzy, tu vas aller buter tout et n'importe quoi. Et après tout, dans une vaste majorité des jeux vidéo qui existent,
vaincre l'adversaire, le tuer, le détruire, c'est quelque chose qui arrive en fait. Et le problème, c'est que on pourrait même pas se dire que les joueurs sont dans une posture de la distanciation vis-à-vis du monde, ce genre de choses-là. C'est justement parce que les personnages non-joueurs ne sont pas des joueurs, ne sont pas des individus, et ils peuvent pas ressentir, en tout cas pour une bonne partie d'entre eux, le backlash, le retour de flamme des conséquences de leurs actions, que justement cette mentalité jeu vidéo peut déborder sur le jeu de rôle. Mais si tu regardes bien, j'ai pris l'exemple de GTA, les GTA récents. Les GTA récents, c'est des personnages qui sont moralement gris. Ils ne sont pas des saints, mais ils ne sont pas forcément des enfoirés non plus. Je ne vais pas parler de GTA 3 parce que le personnage, il s'est fait trahir et c'est plus une histoire de vengeance. Je vais pas parler non plus de Vice City parce que Vice City, j'y ai pas joué. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre pour quelqu'un qui parle vraiment de GTA en détail, mais j'ai pas joué à Vice City. GTA San Andreas, CJ, c'est un gars sûr. C'est un mec qui a quitté les gangs parce qu'il en avait marre de la culture ou du comme ça, et il revient chez lui parce que sa mère est décédée. Et ensuite, évidemment, il y a les guerres de gangs qui sont parties. Il dit, il est là pour aider de toutes les façons, quoi qu'il arrive, puisqu'ils défendent pas seulement l'esprit de gang, c'est pas l'esprit de gang qui défend, c'est tout simplement l'esprit du quartier qu'il essaie de défendre. La preuve, quand sa sœur commence à se mettre, s'est mis en couple avec quelqu'un du gang rival, enfin d'un gang rival plus précisément, bah, le premier réflexe du personnage, puisque tu contrôles pas les décisions que prend le personnage, il n'y a pas plusieurs embranchements, il décide de les aider. Ils font en sorte d'officialiser l'union, que cette guerre entre les deux gangs s'arrête, et que justement il n'y ait pas trop plus de débordements dans les gangs, et il y a même un arc vers la fin où il aide sa sœur et son beau-frère pour certaines missions. GTA 4, c'est un mec qui, en fait, voulait une certaine idée du rêve américain en s'ayant un minimum sali les mains. Il a payé les conséquences de ça, et malgré le fait qu'il y ait plusieurs pistes différentes, la vérité c'est que c'est un personnage qui aura du mal à avoir tout ce qu'il veut, et en se lançant dans une vie de crime, on voit qu'il en a payé le prix. Et le truc qui est très intéressant et le dénominateur commun de la plupart des protagonistes de GTA, c'est que les personnages ont grandi dans cette culture du crime, de différentes formes du crime, mais du crime quand même, et qu'ils décident d'y répondre d'une certaine façon. De la même manière pour GTA V, même si on doit avouer que j'oublie le nom de celui qui est un peu déjanté. Si tu enlèves celui-là, tu vois quand même que les personnages ont chacun leur idée de ce qui était la posture d'un criminel, et ils finissent par en payer le prix. L'autre, il est toujours dans la culture gang. J'ai presque l'impression que c'est un peu une espèce d'une redite de l'histoire de CJ qui, pour un des personnages, le protagoniste qui est noir. Le quarantenaire, cinquantenaire, je crois que lui, c'est tout simplement qu'il il a fait pas mal de casse et il a réussi à s'en sortir. Mais malgré le fait qu'il ait réussi sur certains points, certains de ses problèmes ne se sont pas réglés dans la fortune, voire même il est assez insatisfait et il n'a pas regardé certains des problèmes en face et il ne sait pas trop comment le gérer. Et on a beau montrer des personnages avec des problématiques qui ont été trempés dans le crime, ils sont pas, comment dire ça, ce sont pas des méchants, c'est pas des ordures, c'est pas des gros enculés. Ou si vous voyez ce que je veux dire. C'est des personnages qui sont complexes. Voilà. Et puis ensuite, j'ai oublié un petit truc aussi. Là, c'est plutôt de la partie du cinéma ou des séries. Ça, c'est un truc qui revient souvent dans certaines conversations avec mon frère, notamment sur ce sujet. Enfin, sur les personnages qui sont mauvais. Pas mal de fois, notre perception d'une série ou d'un film peut être entachée. Et ça, je l'ai dit que ça, c'est un truc que j'ai surtout compris en 2022 quand j'ai vu Fight Club, c'est que parfois la manière dont les gens perçoivent un film peut te donner une espèce d'arrière-goût. Je pense à 3 films plus précisément. Je parle évidemment de Fight Club, de
Scarface et de la série Breaking Bad. On te présente des personnages qui ont un certain nombre de problèmes. Des personnages qui sont à hauteur d'homme, des personnages qui ont basculé, et certaines fois, une personne qui, justement, a voulu tremper dans le crime, on aurait pu mettre les affranchis aussi, et au final, ils finissent par être finalement un point d'effondrement du mode de vie de tous ceux qui se retrouvent autour d'eux. Voilà, Scarface, si vous avez grandi dans n'importe quel endroit, genre ghetto, n'importe quel endroit en fait, pas défavorisé, mais un endroit où en fait la culture populaire est très très forte, il y a des mecs qui te disent ah là là ouais c'est trop bien, je vais être une espèce de Tony Montana. Le mec il a pas vu le film en fait, et il a pas non plus compris ce que le film était en train de raconter. Pourquoi j'adore Scarface et ça m'énerve que les gens ne comprennent pas Scarface, c'est parce que Scarface, le protagoniste, le réalisateur, l'histoire te hurle que ce personnage, le personnage de Scarface est mauvais, qu'il faut pas le suivre, et que tout finit par se dégrader autour de lui. Sa mère ne l'aime pas, il veut essayer de grandir dans l'échelle du crime, il tue il tue son meilleur ami sur une réaction qui est un peu exagérée. Sa sœur finit par mourir aussi. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à la fin, il finit par décéder. Après, le combat, il est très jouissif. J'ai envie de dire, c'est volontaire. C'était vraiment de montrer une ambiance gangster, une espèce de posture d'action. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il meurt de coups de fusil à pompe dans le dos. Il tombe à plat dans une posture christique. Et c'est quoi le message qui est écrit là où il a fait sa bataille finale? C'est ce monde est vôtre. Le personnage de Tony Montana est une espèce de sacrifice nécessaire pour raconter une histoire. Et une des scènes qui montre ça, c'est la scène où il est dans un restaurant, me semble-t-il, et qu'il dit très clairement à aux personnes qui sont là, que il sait qu'il a un mauvais exemple, il est là pour que, en fait, les personnes puissent le pointer du doigt. Tu pourrais dire que ça pourrait être une excuse pour laquelle, en fait, il va chercher une excuse, il se chercher une excuse pour dire que oui, il y a peut-être une raison pour laquelle il est dans cette situation-là ou pas. Mais la vérité, c'est que le réalisateur, le personnage, l'histoire te raconte le fait que oui, il ne faut pas prendre cette posture-là, et il montre aussi toute l'hypocrisie de l'idée de la vertu et du vice. Voilà, c'est un sujet qui est très intéressant parce que j'ai déjà fait cette blague, cette blague un peu philosophique, cette histoire un peu philosophique que j'ai entendue d'un comédien antillais qui est Jean-Yves Weber. C'est l'histoire de vice et vertu. Vice et vertu, ils sont dans un bar, ils sont en train de boire. Verse-moi à boire, demande vertu, et vice versa. Le truc, c'est que c'est même une philosophie que j'ai intégrée dans mon JDR de base et dans certains mondes de JDR que j'avais fait dans le passé. C'est qu'en fait, le vice et la vertu, c'est deux faces d'une même pièce. Je dirais même que c'est tellement primal que c'est quelque chose qui devrait être facile à comprendre, mais qui n'est pas compris. Le vice, c'est céder à pas mal de choses qui vont finir par être, on va dire, négatifs autant pour toi que pour les autres, et peut avoir de très très grandes conséquences, et aussi parfois mener à des excès. De la même manière que la vertu, on pourrait se dire que c'est ne pas embrasser justement cette posture-là, la posture du vice. Sauf que quand tu regardes bien, il y a deux définitions de la vertu. Il y a les vertus et il y a la vertu. Les vertus, c'est ce qu'on peut faire de positif et c'est tous les éléments. Quand on parle du vice avec pas aucun terme pluriel, mais le vice est pluriel. Il en existe plusieurs formes. Par contre, quand on parle de la vertu aussi, on te parle d'une idée de la vertu au singulier, mais il y a bel et bien une vertu qui est au singulier et une vertu qui est au pluriel.
le vice, qui au pluriel peut montrer en fait plusieurs excès, plusieurs choses dans lesquelles il est néfaste, mais à la différence de la vertu qui est au pluriel, la vertu au singulier, c'est un certain nombre de règles et de paradigmes que les gens vont décider de dire « Ouais, mais moi, au moins, je ne fais pas ça ». Aux Antilles, tu entends ça tout le temps, c'est « Moi-même, moi-même ». Voilà, c'est la même chose en fait. Les Antillais vont se reconnaître là-dedans. Et vous avez pointé des gens du doigt à cause de ça aussi, voilà. Mais ce truc de la vertu ne rend pas plus noble en fait. C'est un certain nombre de paradigmes où tu as décidé que, par exemple, on va prendre une métaphore assez basique, c'est, t'as vu un singe tomber d'un arbre parce que tu sais très bien que dans la société des singes, tomber d'un arbre alors que tu sais bien escalader, c'est quand même une preuve que tu as échoué dans quelque chose. La vertu, c'est le singe qui est encore dans l'arbre et qui est en train de se moquer avec les autres singes qui sont en train de se moquer. La vertu au singulier, c'est ça. La vertu au pluriel, c'est ce qui fait les fondations d'une espèce de positivité, et une positivité qui amène à une certaine chaîne, où même les personnes qui pourraient avoir échoué, qui pourraient avoir cédé, qui reviennent de loin, trouvent encore le moyen de transformer les gens qui parfois sont tourmentés par le vice, je dis pas rongés, mais plutôt tourmentés, qui finissent par essayer de cultiver leur propre vertu en regardant leurs propres faiblesses pour pouvoir identifier chacune des faiblesses. Là, je vous parle d'un truc qui est primal. C'est pas de la spiritualité, c'est pas de la religion. Et les gens ne comprennent pas ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je ne crois pas un seul instant à cette affaire de un exutoire, c'est pour ça que je joue un personnage mauvais. Non, les gens ont envie de jouer des ordures. Et jouer des ordures a beaucoup de définitions. Quand on te dit un ordure, c'est un anti-héros, je m'en foutisse. Ou un anti-héros qui est un connard. Ou un connard. Ou un personnage mauvais. Ou un personnage maléfique qui croit être mauvais. Mais il y a un truc qu'on ne dit pas aussi, et qu'il faut entendre, c'est parfois un personnage qui est une ordure, c'est aussi un mec qui a singé de manière superficielle un personnage dans ce qu'il a cru comprendre du personnage, ne le comprend pas, et réussit à rendre ça pas seulement naze, mais il n'a pas compris la substantifique moelle, et ça mène à des situations qui sont cringe. Les gens qui connaissent Critical Role, combien de copies si vous connaissez Critical Role et votre entourage de JDR aussi, combien d'histoires, pas que vous avez eu à votre table, parce que si on est dans la sphère en francophone, je pense que par exemple du côté du Québec ou du Canada, je pense que ça peut arriver. À la limite. Mais du côté de l'autre côté de l'Atlantique, donc en France, ou par extension, par exemple les dom-tom, etc. Combien d'histoires où vous avez vu un joueur singer un personnage et que ça a été bien fait? Combien de personnes qui ont, par exemple, regardé Critical Role et vous avez vu des horror stories et des gens ont fait un pseudo Scanlan? Parce que moi, je ne veux pas critiquer le personnage de Scanlan. Le personnage de Scanlan, il est bien foutu. Sam Rigiel a fait un bon travail sur le personnage. C'est un archétype du barde, mais ça montre aussi les conséquences de la promiscuité. C'est un truc dont les gens ne veulent pas trop parler, mais ça le fait. C'est un personnage qui est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Présenter en fait de la légèreté, c'est un moyen pour lui finalement de dissimuler certaines failles sociales qu'il a, et à des moments aussi, du fait qu'il ne soit pas systématiquement pris au sérieux, même dans les moments où il est sérieux, il y a eu des moments, il y a eu des backlash par rapport à ça aussi. Et il y a pas mal de bons moments. J'ai pas vu toute la campagne de Critical Role, la première. Et je crois qu'elle n'est plus disponible. Bon, après, je sais pas s'ils vont le continuer en série et s'ils vont bien adapter le truc. Mais, le fait est que, il y a des personnages qui sont bien écrits, mais surtout, ils sont bien écrits. Et pourquoi l'exemple de Scanlan, il est bien parlant? C'est parce que Scanlan, c'est un personnage de jeu de rôle, interprété par un acteur, qui a finalement la posture, on va dire, dramaturgique, pour pouvoir construire un personnage selon les codes d'une histoire. Un personnage de jeu de rôle, on va dire, dans son côté un joueur lambda. Je sais que les gens ont un problème avec le mot lambda, mais un joueur lambda,
il va jouer un personnage avec son lot d'interactivité, il peut avoir ses thématiques, il peut avoir son histoire. Il peut s'inspirer aussi des personnages. Parce que de toutes les façons, l'inspiration, la bonne inspiration, la vraie définition de l'inspiration, c'est de prendre certains éléments et d'essayer de les comprendre et essayer de les faire siens et de tirer des conclusions avec. Combien de personnes ont fait, combien d'horror story j'ai vu où des gens jouaient du Scanlan, c'est son espèce de groupe pervers un peu cringe, où en fait il fait son personnage frotter la jambe contre le crush, pas le crush du personnage joueur, le crush pour pouvoir se rapprocher d'une manière détournée de la personne derrière. Là, vous pouvez me dire, oui, mais Gingy, t'exagères un peu, t'as pris l'exemple d'un mec bizarre qui, en fait, utilise un tampon. Mais quand tu réfléchis bien, singer autant un personnage et prétendre le comprendre, et après tu vois le résultat, et que le résultat, on va pas dire n'est pas applaudi, mais n'est même pas encouragé, est-ce que c'est pas censé donner des signes? Et évidemment, on pourrait mettre ça, mais ça, je pense que c'est François Le Temps en a déjà suffisamment parlé, mais je pense qu'il devrait poser la question à ces jeunes joueurs du pourquoi, en fait, ils veulent jouer systématiquement des personnages qui sont mauvais ou des personnages dark le sombre, ou etc., etc. J'ai fait une acquisition que sur les personnages solitaires, donc je dissocie les personnages solitaires, parce qu'un personnage solitaire, certes, un personnage qui peut être un peu reclus par rapport au reste du groupe, certes, mais un personnage a forcément une attache. Il faut le construire avec une attache. Et puis, pour partir sur un sujet un petit peu plus détente, là, j'ai pointé du doigt ce qui est montré, que ce n'est pas forcément un problème, les exemples qui ont été pris. Ce n'est pas un média ce qui a été pris. C'est que des fois, c'est juste mal compris. Ou bien les gens se cherchent des excuses. Excusez-moi, mais je vais encore insister là-dessus. Je ne pense pas une seule seconde que oui, c'est pour jouer un exutoire. Les personnages joueurs dans une majorité jouent des ordures. Voilà. Je pourrais me prendre un backlash sur ça, mais je m'en bats les couilles. C'est la vérité. Combien de fois un guerrier, parce qu'un tavernier, selon lui a mal parlé, a donné un coup de poing? Voilà. Combien de fois un personnage qui n'avait rien demandé à personne, les gens décident de lui pourrir la vie parce qu'ils en ont le pouvoir. Et je crois qu'on tient un début de réflexion sur pourquoi en fait jouer un méchant c'est pas intéressant. Les méchants dans les fictions, ils sont là, ils sont construits parce qu'ils vont être une forme d'antagonisme vis-à-vis de quelque chose et qu'ils auront soit un ascendant d'une certaine forme, l'influence, la psychologie, la lutte contre une vision de la morale ou de l'éthique, et que les gens seront prêts à renoncer à ça. Mais Coolio vous a un peu menti, hein, paix à son âme. Mais le Gangsta Paradise n'existe pas. Voilà. Le fait qu'à chaque fois, dans les exemples les plus grands que j'ai donnés, on montre que le crime ne paie pas. On paie son crime. Et dans le jeu de rôle où le cœur du jeu de rôle, c'est quand même la machinerie du jeu de rôle, c'est l'adversité de l'histoire racontée, et le rouage c'est le verbe, c'est la capacité d'agir. Vous qui avez peut-être envie potentiellement de jouer des personnages méchants, posez-vous les questions. À quel moment vous avez vu que le jeu de rôle est un jeu de société symétrique? Un jeu de rôle n'est pas un jeu de société symétrique. Il est systématiquement asymétrique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je parle même pas d'égale importance, je parle même pas d'égale constante. Je me dis juste regarder les choses à nu dans la vaste majorité des jeux de rôle qu'il y a. Il y a un conteur, un narrateur, quelqu'un qui fait vivre les personnages. Il y a les joueurs qui jouent des personnages spéciaux. Mais au travers de l'histoire qu'ils vont raconter, de ce qui va être, de ce qu'ils vont vivre, de comment le meneur de jeu va le faire vivre, on essaie de parfois construire un héros où on te dit qu'il est au-dessus de la plèbe. Il est au-dessus de la plèbe, mais il n'est pas au-dessus de la vaste majorité de ce qui se trouve dans le bestiaire du jeu, dans les difficultés
des challenges qui sont proposés, ils ne sont pas au-dessus de ça, parce que sinon, il n'y aurait pas de grande histoire. Voilà. C'est aussi simple que ça. Un personnage qui veut être méchant, ben à un moment, plus tu vas foutre la merde, plus tu vas finir par rencontrer de la merde. Bref, donc, pour revenir à ce qu'on était en train de dire, le jeu de rôle n'est pas asymétrique. Et il y a un truc aussi qui a été pointé du doigt dans les commentaires de la vidéo de François Letarte, c'est que ça prouve l'inutilité de l'alignement. Je suis tout à fait d'accord avec cette posture-là aussi. Les alignements ne sont pas importants. Je crois que ce qui a été soulevé, c'était justement la notion d'allégeance. Et pour jouer justement à Blue Rose, puisque Blue Rose, en fait, tu as une posture où c'est de la high fantasy, donc tu joues des personnages qui sont bons, dans un monde où, en fait, tu es censé être dans un monde plutôt progressiste, que toutes les factions, en fait, les pays ont une vision, une forme d'antagonisme vis-à-vis des valeurs du romantique fantasy en général, c'est-à-dire la tolérance, l'acceptation de soi, la quête de soi, la lutte contre le mal. Chaque pays représente de manière assez intéressante l'antagonisme. Mais même la capitale, qui est censée être justement le cœur de la culture et de cette posture de tous les codes du romantique fantasy, est un monde qui a toujours attiré des ténèbres. Ce que je veux dire par là, c'est que le jeu de rôle, au travers des alignements, ont échoué. Il faut arrêter avec les alignements. Je suis d'accord avec la posture pour dire que c'est les allégeances qui comptent. Et je dirais même que les allégeances ont toujours compté bien avant l'ère moderne. C'est-à-dire que si les personnages vont tenter de faire des choses, ils vont de préférence faire ce qui les arrange, et ça peut mener à différentes impasses, et c'est pour ça que justement, je crois qu'il y a François Letarte qui faisait une petite remarque justement par rapport à Vampire. Alors, effectivement, il ne connaît pas l'univers de Vampire, alors moi j'ai feuilleté pas mal de choses, puisque j'ai l'édition des 20 ans, j'ai le livre de base, et j'ai vu un let's play à plusieurs reprises de Vampire la Mascarade Bloodlines. Voici mes références, je vous les donne. Ce que je comprends du monde des vampires, c'est que, de Vampire la Mascarade du monde des ténèbres, et même des monstres du monde des ténèbres, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas forcément dans une posture où ils sont foncièrement mauvais ou totalement mauvais. C'est un mélange subtil, et c'est toujours ce truc-là avec le mythe du vampire, c'est un mélange subtil entre, par rapport à l'être humain, le mortel de base, c'est toujours une espèce de mélange entre la vision où il considère que de manière de toutes les performances, il en est l'apex, il est supérieur à l'humain, il est supérieur au mortel, avec un rapport de proie et de prédateur aussi, et que dans une certaine vision et parfois dans une complaisance de certains vampires, parce qu'ils sont balèzes, ils partent du principe que ils ont une certaine vision de la justice. Ça me fait aussi penser à Saint Seiya avec Aphrodite des Poissons. Ils considèrent que celui qui a la force est celui qui a la justice. Et c'est celui qui est dans le vrai. Les vampires, c'est plus ou moins ça. Sauf qu'à un moment, quand tu joues dans une table de vampires, avec des clans différents, avec des pouvoirs différents, avec des postures différentes, et que tu vois que le monde, on va dire le crépuscule du monde des vampires, donc la Guéhenne, la fin de presque tout, la consommation de tous les vampires qui existent, avec les signes qui sont les sangs clairs, qui sont des vampires dont on ne connaît pas le clan, ou on ne sent pas de traces du clan. En gros, c'est comme si, par exemple, imaginez que vous êtes dans un monde genre Skyrim, on va prendre Elder Scrolls comme exemple. Dans Elder Scrolls, tu as les vampires nobles, ceux qui se métamorphosent en vieux trucs moches là. Désolé, je les aime pas. Mais tous les clans vampires, les grands clans vampires, sont des espèces de vampires primordiaux comme ça. Les sangs clairs sont les petits vampires qui ont eu la malédiction, bon, et puis ils ont les trucs classiques, quoi. Ils ont les classiques des codes, mais ils n'ont pas d'habilité spéciale. Que ces créatures qui n'ont pas d'habilité forcément spéciale vis-à-vis du clan soient un problème dans le crépuscule du monde,
Je sais pas si c'est une erreur d'écriture, je me pose encore la question, mais quand tu parles du fait que le crépuscule du monde, c'est que les grandes capacités disparaissent, ça fait que tu es dans un jeu où les principaux signes que les choses vont mal, c'est qu'il y a des sangs clairs, que des vampires veulent provoquer ou attendre la guéhenne. Quand tu regardes toutes ces choses-là, tu te dis, la posture de proie prédateur, la posture d'être au-dessus, de gérer toutes ces choses-là, en fait, ça prouve aussi que en campagne, les personnages complexes, les anti-héros et les personnages mauvais ne peuvent pas rester sur la durée. Ils ont toujours un compte à rebours au-dessus de leur tête. Ce qui crée encore une asymétrie. Parce que tu as ces créatures-là, puis tu as les autres créatures de la nuit, puis tu as les chasseurs de vampires. Ah ben pour un personnage qui est mauvais, et pour avoir écrit une campagne, ou en fait qui est très inspirée, une campagne courte, qui est très inspirée de Game of Thrones par exemple, dans une lutte de pouvoir où les personnages ont des intérêts, des valeurs, des choses à respecter, mais que dans le monde c'est de la dark fantasy et les personnes se permettent de faire des choses innommables, ont certains vices, ont certaines vertus au pluriel, et parfois peuvent tomber dans la vertu au singulier pour tenter en fait de, comment dire ça, pour tenter en fait d'avoir un certain ascendant, ils sont prêts à tout pour pouvoir réussir. À un moment, tu te crées des ennemis. Tu te crées des ennemis dans ta faction, tu te crées des ennemis dans ton cercle proche, tu te crées des ennemis à l'extérieur, et les ennemis à l'extérieur vont mobiliser plus d'efforts parce qu'ils ne te connaissent pas, ils ne chercheront pas à te connaître. Tu es déjà déshumanisé dans tes actions parce que tu fais des choses qui ne sont pas considérées comme des vertus positives. Voilà. Ça a été beaucoup plus long que je le pensais, mais voici ma conclusion. Jouer un personnage mauvais ou négatif ou beaucoup trop négatif, c'est pas forcément un bon move. Et il n'y a même pas de à condition que ce n'est pas un bon move. La chose que je pourrais dire, c'est que il y a aussi eu le cas où les gens parlaient de Batman et le Joker. Pour moi, Batman, c'est quand même quelqu'un qui entretient ses démons un peu. Hein. Le projet de solution finale, on regarde le nombre de crasses qui arrivait à pas mal de ses alliés. Le projet de solution finale aurait peut-être été bien pour certains méchants. Voilà. Moi, je pars du principe que il y a cette phrase-là que j'ai beaucoup entendue, c'est grandir, c'est comprendre que Batman, c'est pas quelqu'un d'aussi cool, et que Superman, sa plus grande force, c'est pas ses super pouvoirs. Et je crois qu'on est en plein dedans. Je crois qu'il parlait aussi du fait qu'il y a rien de mal à jouer un personnage positif. Je veux dire, il prêche un convaincu. Des personnages qui sont positifs, qui amènent de la positivité, qui peuvent avoir de la thématique. Si vous trouvez que vous jouez des personnages gentils ou bisounours, c'est que vous singez la gentillesse. En général. Parce qu'un personnage qui est gentil, un personnage du bon côté, il doit composer avec pas mal de choses. Il doit composer avec son ego. Il doit composer avec le fait que, à des moments, il ne peut pas toujours gagner. Il doit composer avec le fait que échouer peut avoir de lourdes conséquences sur lui, plutôt que sur les autres, et inversement. Un personnage peut tenter de régler les choses avant qu'une seule arme ne soit dégainée. C'est quelque chose que je mets en avant. Pourquoi je vous dis tout le temps que je parle de mes jeux de rôle dans ce que je préfère, c'est l'action, l'aventure, le roleplay, le combat, le romantique avec toutes ses définitions et pas mal d'autres choses. C'est parce que je veux ces choses-là avec une égale importance et que parfois un personnage peut avoir des ambitions qui sont radicalement différentes de ce qui est posé et que ce qui va raconter la force d'une histoire, et c'est ce que je retiendrai des campagnes que j'ai gardées en tête, c'est que les campagnes que j'ai faites ont fonctionné, pas à cause des combats, les combats ont beaucoup aidé, mais c'est à cause des décisions qui ont été prises, de la construction du relationnel, et aussi de comment, au travers de l'aventure, on a transformé le monde. C'est très facile de briser un vase.
c'est beaucoup plus difficile de les réparer, et ça l'est encore plus de construire la discipline pour pouvoir en créer un nouveau. Voilà ma conclusion sur le sujet. Voilà, sujet long, mais ça valait le coup. En souhaitant que ça vous ait plu, voilà, je vais poster ça, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Après, c'est vrai que je vais quand même mettre un petit post-scriptum là-dessus. J'ai dit qu'une vaste majorité des personnes qui jouent des personnages sont des ordures. Je ne retirerai pas ce que j'ai dit là-dessus. Par contre, une chose on peut prendre le temps de dire aussi, c'est que au final, le cœur que vous mettez dans votre personnage et dans les efforts ou même de réfléchir dans le personnage finit toujours par payer si vous travaillez de concert avec le meneur de jeu ou encore au travers de la campagne dans laquelle vos personnages vont évoluer. Donc, n'abandonnez pas aussi vite. Et puis, même un personnage que vous avez conçu sur aucune base, mais juste sur ce que proposait le jeu, ne veut pas dire que vous ne serez pas capable de créer un personnage grandiose. Je crois que ce que j'essaie de vous dire, c'est n'essayez pas de singer les choses. Inspirez-vous-en et donnez le meilleur de vous-même. Mais par commodité, n'essayez pas de singer. Parce que la personne qui essaie de singer, c'est quelqu'un qui essaie de faire une certaine combinaison de gestes et derrière, de ne pas être capable de comprendre les gestes qu'il fait. C'est pour ça que pendant toute la période où j'ai été dans ma table et toutes les périodes où des personnes resteront à ma table, je ne donnerai jamais l'intégralité de mes techniques de masterisation. Parce que ceux à qui j'ai laissé la fenêtre ouverte, à un moment, ils commençaient à singer. Voilà. Ne singez pas, jouez. Salut à tous.